Le SSO pour moi c'est quelque chose d'intéressant, mais clairement qui n'arrivera pas à pallier en fait la disparition du cookie tiers. Bon, on arrête de parler du passé, maintenant on essaie de se projeter un petit peu dans l'avenir. Donc l'avenir, bah, c'est, comme on l'a dit, la suppression des cookies tiers. Donc on est en 2022, dans un an. Alban, qu'est-ce qui se passe? Je suis un annonceur, je suis une agence média. Comment est-ce que je fais pour encore faire de la pub? Le cookie tiers a disparu. Ouais, c'est le bon sujet, hein. Voilà, j'ai mis 50% de mon business sur le digital. Qu'est-ce que je fais? Donc là, en fait, on aura un certain nombre de possibilités qui sont déjà, pour certaines, on va dire, accessibles dès maintenant. On va avoir en fait toute une partie du digital qui va se focaliser sur la data first party. C'est ce qu'on évoquait, hein. C'est la possibilité pour des éditeurs et notamment les médias, en fait, de continuer à créer leurs segments, de continuer à créer leur ciblage directement sur leur audience. Donc on pourra toujours contacter la RTBF, France Télévisions, Le Monde et faire des ciblages basés sur des segments. Ça sera toujours possible sans aucun problème. On aura un deuxième axe qui va être autour des ID universels. Donc là, il y a un certain nombre de boîtes, hein, comme LiveRamp, ID5, etc., qui cherchent à réconcilier justement les différentes audiences autour d'un ID universel. Donc l'ID universel, c'est une sorte de remplacement du cookie. L'idée de dire, bah, cette personne-là, je sais que c'est la même parce que elle a eu tel comportement, parce que j'ai récupéré son email, etc. Et elle est allée sur le site de l'RTBF et de France Télévisions. Et donc là, ça permettra toujours de créer en fait des groupes, même si effectivement cet ID universel par rapport au cookie ne représentera qu'un petit pourcentage des gens. Voilà. Donc on a une deuxième solution, mais qui est aussi elle partielle, comme la data first party, on reste en gré à gré ou alors sur des petits univers. On aura une partie contextuelle slash sémantique. Donc là, on revient justement sur ce qu'on faisait en fait précédemment. Je retourne acheter des audiences qui vont sur des sites qui me semblent intéressants. Avec cette petite variante tout de même autour du sémantique, où là le sémantique c'est je n'achète plus un site d'homme ou un site de femme ou une rubrique bourse ou une rubrique voyage, c'est plutôt l'analyse de la page à travers des algorithmes et on va essayer d'identifier un contexte. Donc typiquement, je suis sur une page qui parle des voitures électriques. Est-ce que c'est une page avec un aspect économique sur le marché des voitures électriques ou est-ce que c'est une page qui va parler justement de l'impact écologique des voitures électriques? C'est pas du tout la même chose. Et donc effectivement pour un annonceur, par exemple BMW ou Audi, il faut savoir plutôt aller sur des contextes qui sont favorables à ces produits plutôt que d'aller sur des contextes économiques. Et donc là, le sémantique va monter en puissance clairement, hein, cette année. On a beaucoup de boîtes qui se positionnent en fait dessus. Donc c'est donc la compréhension du contexte de la page. Pas simplement des mots-clés, pas simplement du titre, pas simplement de la rubrique, mais vraiment du contexte en fait de la page. Alors comment est-ce que Donc, tu fais ça concrètement? Parce que là, c'est plus seulement des algos de NLP. Comment est-ce que tu vas réussir à faire cette différence de contexte? alors ça, il y a effectivement il y a énormément de startups en fait qui sont sur ce sujet-là parce qu'effectivement ça semble être un sujet parce que du coup quand tu es sur le contexte tu n'as plus besoin de cookies. Donc qu'il y ait un cookie ou qu'il n'y ait plus de cookies, ça ne change rien. Par contre, effectivement, tu l'as évoqué hein, tout à l'heure, il y a un certain nombre de technologies sémantiques qui existent depuis très très longtemps. Bon voilà, aujourd'hui c'est très compliqué, c'est un sujet qui est très 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 compliqué. Je pense qu'il y a quasiment que Google, voire Amazon en fait, qui maîtrisent vraiment bien ce sujet. Donc ce sont des sujets qui sont très très compliqués. Donc effectivement, les algorithmes là vont être très, on va dire, scrutés cette année. Parce qu'effectivement, la promesse, clairement, elle est très intéressante. Mais du coup, il y a plusieurs biais. Il y a un premier biais qui est de dire, est-ce que ça va marcher? Voilà. Est-ce que du coup l'analyse sera vraiment intéressante parce que c'est comme tu l'as évoqué tout à l'heure, aujourd'hui le sémantique c'est quand même quelque chose qu'on évoque depuis des dizaines d'années et qui est très 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 compliqué. Et derrière tu vas te retrouver aussi à avoir cette problématique en fait de tracking de la performance. Comme il n'y a pas de cookies, tu ne sais pas si les gens que tu as touchés sur ces pages sont venus sur ton site, est-ce qu'ils ont acheté, tu ne le sauras plus du tout. Donc c'est pour ça que le sémantique, c'est intéressant sur le papier, c'est intéressant pour des campagnes de branding parce que je choisis des mots-clés et puis j'ai l'impression en fait, de toucher les bonnes personnes. Mais en fait, non, on touche des contenus. Donc on ne sait pas si ce sont les bonnes personnes, on ne sait pas si ces personnes-là vont transformer. Donc il y a quand même autour du sémantique tout un enjeu lié à la performance. Ça sera sans doute plus du branding que de la performance, très, très, très clairement.
Ouais, et donc en fait, on touche ici à un sujet qui est aussi intéressant, c'est l'intention. En fait, c'est quelle est Exactement. l'intention derrière la page que la personne vient visiter, ce qui nous amène aussi indirectement à le modèle d'attribution totale dont tout le monde Exactement. parle et dont tout le monde rêve, vers quoi est-ce qu'il va évoluer. Maintenant, tu parlais des flocs, hein, donc ces cohortes Mm, qui sont, si je me trompe pas, tu me corriges si je me trompe, en tout cas, c'est mm. une invention de Google. Est-ce que c'est pas justement une invention qui risque de renforcer la domination de Google? Parce que à la fin, c'est eux qui vont avoir la compréhension de qui est-ce qu'ils Mm. mettent dans les cohortes, et toi, tu vas te retrouver uniquement de nouveau, un peu comme avec le moteur de recherche, à Mm. essayer de faire du reverse engineering pour comprendre comment ça fonctionne. C'est exactement ça, hein. Clairement, en fait, toute cette notion de gestion des cookies tiers, ça va renforcer de toute façon les gens qui n'ont pas besoin de cookies tiers. Qui sont-ils? Google, Facebook, Amazon. Encore une fois, à partir du moment où je suis logué, cette notion de cookie a beaucoup moins d'importance. Donc, globalement, la disparition du cookie va clairement avantager en fait ce qu'on appelle les wall gardens, donc plutôt les GAFA, et va désavantager ce qu'on appelle l'open web, tous les sites médias, les sites marchands, etc. etc. Ça, c'est évident. Le deuxième constat, c'est que déjà aujourd'hui, les GAFA ont 70% de part de marché, et c'est eux qui donnent leurs propres statistiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même particulier, hein, sur ce secteur. C'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est Google ou Facebook ou Amazon qui te disent si ta campagne, elle a fonctionné. Donc tu es jugé parti. Donc forcément, ça fonctionne toujours. Ça, c'est indéniable. J'ai rarement vu des gens qui n'étaient pas contents, en fait, de Google. Et là, d'un seul coup, on a déjà 80% du marché. On a déjà des performances globales sur les 100% qui sont majoritairement suivies à travers les outils des GAFA. Et d'un seul coup, comme tu le dis, on se dit qu'une des possibilités sur les 20% restants du marché, ce sont les flocs. Ce sont donc, a priori, hein, sur le papier, c'est quelque chose d'intéressant, hein. On va juste reprendre ce que c'est un floc, hein. Le C de floc, c'est cohorte. Donc l'idée en fait de Google est de dire je remplace la gestion individuelle par la gestion de groupe. Donc je ne peux plus faire du one-to-one, donc je ne peux plus avoir des problèmes en fait de gestion de données personnelles parce que la donnée personnelle n'existe plus. Je prends X personnes, donc on parle de 2000, 3000, quelques milliers de personnes, et je les mets dans des groupes effectivement qui sont homogènes. La vraie question c'est comment est créée cette homogénéité, comment elle est réellement attribuée, est-ce que j'aurai un caractère en tant qu'individu ou est-ce que je pourrais être dans plusieurs flocs? Pour l'instant, tout ça, on ne sait pas. Et comme tu le disais très bien, c'est Google, une fois de plus, qui va dire, ah bah, cette personne-là, je la mets dans ce floc, et toi, tu dois trouver derrière la clé. Donc le vrai sujet sur les flocs, c'est un peu comme la pierre de Rosette, c'est il faut trouver ce qui va permettre de comprendre qu'est-ce qui est derrière ce groupe. Comment je peux utiliser ce groupe et pas simplement me dire ah bah là Google me dit que c'est un groupe qui fait ça donc je l'utilise. Donc cette notion en fait justement d'apprentissage, de compréhension, elle est clé et c'est vrai que les flocs aujourd'hui, lorsqu'on en parle, parce que nous, clairement, chez Handvoice, on va aller vers ce type en fait d'approche, parce que du coup, on est vraiment une structure publicitaire, mais basée sur des algorithmes, sur du machine learning. Et ça nous intéresse même à plusieurs titres, parce qu'effectivement, cette compréhension des flocs va être clé. Et aujourd'hui, ça va être beaucoup plus compliqué de comprendre ce qu'est un floc que de comprendre le contexte ou le rubricage en fait d'un site. Donc là, on va avoir un marché qui va être assez compliqué, parce qu'effectivement, les cohortes, ça va être un des enjeux clés proposés par Google et en même temps, peu de structures, peu de boîtes indépendantes des GAFA vont pouvoir réellement les exploiter. Alors on va parler des solutions, ou en tout cas parler de ce que toi tu prévois de faire en 2021-2022, mais si je résumais la chose, c'est sous couvert de privacy, en fait, Google joue à Gérard Majax, donc ils vont brouiller les cartes, ils vont nous dire, voilà, vos clients sont quelque part là-dedans, mais on va pas vous dire comment ils sont, mais faut nous croire, hein, ils sont quelque Ouais, part là. ouais, c'est exactement ça. Et en plus, avec quelque chose, tu parlais tout à l'heure d'attribution, aujourd'hui, grâce aux cookies, on peut avoir des solutions tierces de gestion de l'attribution. Voilà, c'est-à-dire que Google, via Google Analytics, nous dit ce que rapportent nos campagnes, mais aujourd'hui, on peut tout de même avoir des solutions tierces qui permettent d'identifier la réelle performance. Bon, et généralement, les performances sont assez différentes. Mais effectivement, comme tu le dis là, hein, c'est très vrai, avec la disparition du cookie tiers, on fait disparaître cette possibilité de suivre les performances. Et donc les performances, c'est Google qui va nous les donner. Donc aujourd'hui, on a quand même une majorité des performances qui sont données par Google, mais avec une latitude pour les boîtes qui veulent aller un cran plus loin en termes d'autonomie et en termes de compréhension
du vraiment réel retour sur investissement qu'elles ont. Et cette autonomie-là, cette indépendance, cette capacité en fait à sortir de l'univers Google, elle va disparaître. Donc oui, je suis complètement d'accord. C'est clairement en fait une opportunité pour Google de se renforcer. Alors, dans le livre blanc que tu co-signes, tu parles aussi des cookies première partie et de la possibilité de continuer à les utiliser à l'intérieur d'un nom de domaine. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour des sites ou pour des sociétés qui ont développé différentes marques? Je pense maintenant à France Télévisions. France Télévisions, tu as un site générique qui s'appelle francetélévisions.fr, et puis tu as France 2, tu as France 3, tu as France O, etc. Exactement. Chaque site avec un DNS différent. Comment est-ce qu'ils vont faire pour réconcilier toutes les identités des personnes qui peuvent passer par ces différents sites? Alors, a priori, encore une fois, là, il y a un certain flou sur la capacité justement à traiter différents domaines lorsqu'on est un groupe. Donc ça, je pense qu'on aura la réponse précise en fin d'année. Mais on aurait la possibilité, effectivement, pour, on va dire, un groupe, de pouvoir agréger un certain nombre en fait, de domaines. Donc il va y avoir de toute façon un certain nombre de chantiers techniques. Hein, donc de dire, potentiellement, ça va être franceau.ftv.com, etc. Donc on va potentiellement rapatrier sur des choses en fait en commun. Mais là, je parle avec le conditionnel encore. Il y a un certain nombre de discussions, même dans les groupes de travail avec Google, pour permettre tout de même en fait, l'agrégation de différents noms de domaine au sein en fait, d'une même entité. Donc ça, on saura exactement en fin d'année. Mais sinon, ce que tu dis est complètement vrai. Aujourd'hui, le cookie permet notamment d'agréger un ensemble en fait de domaines comme ça qui sont complètement différents, alors qu'aujourd'hui, effectivement, que la disparition du cookie tiers, sur le papier, c'est plus compliqué. Mais je pense que là-dessus, il y aura une solution qui permettra d'agréger tout de même ces domaines. Toi, sur quelle solution est-ce que tu comptes, donc à part cette agrégation des cookies first party sur différents noms de domaine, quelles sont les solutions que tu penses devoir mettre en place pour 2021-2022 pour aider les annonceurs? Ouais. Nous, là, on est parti hein, sur les flocs, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui nous paraît intéressant, parce que lorsqu'on va de nouveau revenir en fait sur le sémantique, sur le contextuel, on va se retrouver sur le one-to-many. Voilà, j'ai une marque et je vais aller chercher des grosses audiences, voilà, un gros bassin d'audience, un segment important, etc. Alors qu'aujourd'hui, on est en one-to-one. Donc en fait, la crainte que effectivement tout le monde peut avoir, c'est de se dire on retourne comme il y a 15 ou 20 ans où on faisait peu de one-to-one, on faisait plutôt du one-to-many, des grands groupes, des grandes campagnes, etc. Et donc, clairement, moi j'ai peur de ce retour en fait en arrière, parce qu'effectivement, si on est passé du one-to-many au one-to-one, c'est clairement pour des raisons de performance. Lorsqu'on s'adresse à quelqu'un et qu'on lui raconte la bonne histoire, qu'on lui recommande les bons produits ou la bonne marque, forcément ça marche mieux que lorsqu'on fait un spot à 20h30 sur TF1 où là on a 80% de déperdition par rapport à une cible. Donc ça c'est un vrai sujet. Et donc effectivement, la seule solution qui permettrait de ne pas trop remonter sur ce one-to-many, ce sont les flocs qui permettent de remonter à du one-to-few. Voilà, je passe d'un individu à un petit groupe d'individus. On parle de, encore une fois, 1000 ou 2000 ou 3000 personnes. Donc ça nous semble être la meilleure solution pour pouvoir avoir le maximum en fait de performance. Par contre, comme tu le disais tout à l'heure, il va falloir trouver les bons algorithmes pour comprendre exactement comment Google a créé ces flocs et qu'est-ce que l'on peut en fait en faire derrière. Donc c'est un enjeu qui est très complexe, mais effectivement on a la chance chez Envoice d'avoir une équipe data science assez forte, et donc on est sur ce travail-là. Donc, on a les flocs. Une autre idée que tu développes dans le livre blanc, bah, c'est le SSO, hein, pour Ouais. lequel moi je plaide depuis des années. Ouais. Et puis, il y a le CRM aussi, hein. Exactement. Donc, pour revenir juste sur le SSO, hein, donc c'est la possibilité. On parlait tout à l'heure des GAFA qui ont comme force le fait d'être identifié. Voilà, quand je fais sur Facebook, je rentre mon email, je rentre mon mot de passe et je suis identifié. C'est globalement la même chose sur Google avec des services comme Gmail, etc. Et même sur Amazon, généralement la majorité en fait des gens sont identifiés. La grosse différence entre les GAFA et le reste du web, c'est lorsque tu vas sur un site média, tu ne t'identifies pas. Voilà, c'est très 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 rare de se dire tiens, je vais aller sur le site de la RTBF ou du Figaro et je vais rentrer en fait, voilà, parce qu'il y a peu d'intérêt en fait à le faire. Le SSO, ça permet effectivement d'avoir un identifiant unique sur N services. Et généralement, voilà, tu connais très très bien ce secteur-là, ce sont les médias qui poussent pour pouvoir arriver en fait à avoir
un seul système d'identification. Je m'identifie une fois et je peux aller sur N sites médias. Donc ça, je suis complètement d'accord. C'est quelque chose de très intéressant. La question derrière, par contre, c'est pas forcément l'identification qui est plutôt du domaine technique. C'est quel est le partage de données que les différents éditeurs vont faire entre eux. Voilà. Et je pense que c'est un sujet qui est pas simple, parce que ça veut dire que derrière le SSO, pour qu'il y ait un impact fort du SSO, il faudrait que chaque éditeur partage la totalité des données pour que le petit copain puisse aussi l'exploiter. Et puis Voilà. surtout, il faudrait que les utilisateurs, effectivement, passent d'un site à l'autre. Il y a des stats, alors je ne connais pas les Exactement. stats pour l'Europe, mais je me souviens d'avoir vu des stats de Reuters il y a quelques années sur le marché américain, où en fait, on voit que l'américain moyen, donc c'est pas celui qui est extrême gauche ou extrême droite, mais celui qui est au milieu, c'est-à-dire 80% ou 90% de la population, il consomme 1,5 sources d'informations et ça s'arrête là. Alors ceux qui sont aux extrêmes, si je me souviens bien de tête, consomment 12, donc ce partage d'informations entre sites a du sens dans ce cadre-là, mais pour l'internaute moyen, il n'y a pas de partage. Je ne vais pas aller sur le site du Figaro, sur le site du Monde. Il n'y a pas ça. C'est très très rare en fait. Ah non, alors, je suis complètement d'accord avec ça. Et puis après, il y a un autre sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est le mobile. Aujourd'hui, tu as plus de 50, 60, 70% en fait de la consommation des médias qui est faite sur le mobile. Lorsque tu as en fait une application, ton partage de données applicatif, c'est encore un autre sujet, beaucoup plus compliqué, effectivement, que simplement du web. Donc le SSO, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant, mais clairement qui n'arrivera pas à pallier en fait la disparition du cookie tiers. Et ce que l'on voit là hein, pour les marques, c'est en fait il y a plein de solutions. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de solutions. Par contre, la contrainte, c'est qu'il y a plein de solutions. Et donc ce qui veut dire que là où on pouvait mettre potentiellement beaucoup d'argent sur certaines solutions actuelles qui vont disparaître, on va se retrouver, comme je le disais tout à l'heure, à tester énormément de choses cette année avec des petits morceaux. Voilà, la data first party, c'est un petit morceau. Le SSO, c'est un petit morceau. L'ID universel, c'est 10-15%, ça sera un petit morceau. Le contextuel, bah, c'est pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, si je ne fais pas des campagnes avec différents groupes, bah, ça sera un petit morceau sur chacun. Et donc, c'est pour ça que le floc nous paraît une solution intéressante, parce que le floc, c'est la seule solution qui permettra d'être complète, transversale et globale. Voilà. Donc il y a des enjeux techno, comme je l'évoquais tout à l'heure sur le machine learning. Par contre, effectivement, dans cette idée d'avoir des gros volumes, parce qu'effectivement, les marques aujourd'hui veulent pouvoir gérer 4-5 partenaires, mais pas 15 partenaires, hein, ça on le sait tous. Voilà, le floc, c'est pour ça que ça nous paraît être intéressant, parce qu'effectivement, c'est la seule possibilité d'avoir des volumes. Bon, écoute, est-ce que tu vas être prêt alors à proposer une solution pour les flocs? Eh ben, ça, c'est le bon sujet. Là, on a déjà nous des tests en fait d'analyse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, Google nous permet, là, va nous permettre dans les prochaines semaines en fait de pouvoir voir le résultat en fait d'un floc. Donc, on ne pourra pas utiliser le floc tel quel, mais en gros, ils vont nous donner des identifiants par personne. Et donc là, on est déjà nous en train de prendre la totalité de notre base. Hein, c'est à peu près 40 millions de personnes tous les mois, et on essaye de voir déjà comment on pourrait créer ces fameux groupes de 1000, 2000, 2000, 3000, 4000 personnes. Donc ça, on est déjà en fait en bêta test chez nous, mais clairement, cette solution de Flock, là, on est très dépendant de ce que peut faire, Google, de ce qu'ils pourront nous donner comme possibilité de le faire. Donc ça sera tout au long de l'année, mais on fera, nous en tout cas, les premières analyses mathématiques, elles sont déjà en cours, et on aura, je pense, des premiers résultats de pertinence, à mon avis, dans les quelques prochains mois. Et les premiers tests, ça sera plutôt à la rentrée. Bon, c'est quand même magique hein, quand on y pense. Hein. Google change les règles du jeu et puis ils te disent ouais, tu as le droit de regarder, mais tu n'as pas le droit de toucher, mais tu as, le droit d'essayer de deviner et de regarder. Quoi. C'est quand Ouais, même fort. c'est exactement ça. C'est pour ça que, encore une fois, c'est un changement, c'est un Big Bang. Il va falloir que les annonceurs soient audacieux dans leur choix, hein, clairement. Il va falloir qu'elles fassent confiance aussi à des nouvelles solutions, à des nouveaux partenaires. Mais à la fin, oui, c'est une très bonne opération pour Google, c'est évident. Bon, ben, on va se revoir dans un prochain podcast pour que tu nous expliques comment est-ce que tu as réussi à faire un rétro-engineering des flocs. Et en attendant ce prochain podcast, je te remercie encore d'être venu, d'avoir partagé ce livre blanc que tu co-signes avec une dizaine d'autres personnes et que bah, je mettrai sans doute le lien dans la description de la vidéo et dans l'article. Merci Alban. Ouais. Avec plaisir, Pierre-Nicolas. À très vite.